Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Fabrice. J'habite à côté de Paris, en France. Alors, je suis désolé pour la qualité de la vidéo au niveau de l'image et du son. Je fais avec les moyens du bord, hein. Euh, alors, je fais cette vidéo parce que, non pas pour gueuler un peu sur tout le monde et puis pour être dans l'invective, euh, je la fais plus dans l'espoir qu'elle puisse faire bouger un peu les mentalités. Alors, j'aimerais vous faire part d'une pensée très intuitive que j'ai eue il y a quelques jours et qui concernait l'avenir du monde. En fait, je me suis rendu compte que nous courons notre catastrophe si nous n'agissons pas. Bon, je dirais, ce n'est pas nouveau. D'autres personnes, comme Nicolas Hulot, comme encore des écologistes ou d'autres personnes, ont pu vous donner exactement la même chose. Bon. Cependant, la différence est que il y a un certain nombre d'éléments que je pourrais mettre ensemble et surtout réunir beaucoup de domaines différents. Hein, autant comme l'avait fait Yann Arthus Bertrand avec le film Homme, ou encore d'autres personnes du monde civil, comme dernièrement les collapsologues, ont pu mettre en évidence un certain nombre de choses qui effectivement posent question. Euh, Moi, je réfléchis sur une échelle qui est extrêmement vaste, on va dire, ne serait-ce qu'en termes de temps, qui porte sur plus d'un millier d'années. Donc, en incluant l'archéologie, en incluant différentes choses. Et pour moi, la grosse pensée est de me dire qu'en fait, l'humanité, actuellement, j'ai l'impression, réfléchit sur du court terme, n'est-ce pas? Mais surtout, euh, agit en fonction de sa réflexion et tout ça constamment avec un objectif de croissance, la fameuse croissance. Je dirais rien de neuf. Euh, J'ai regardé il y a quelque temps une série de vidéos qui était faite par DataGull, qui donnait tout un tas de statistiques diverses et variées qui étaient très intéressantes. Et il y a une évidence qui m'est apparue à l'esprit. Une évidence. C'est qu'en fait, on ne peut pas coupler une croissance infinie. Je parle de croissance infinie, je ne parle pas forcément d'une croissance à 2 ou 3 chiffres. Et je parle d'une courbe, plutôt d'une droite limite, hein, qui sera en constante progression. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit en termes de nombre d'humains sur la planète, qui ne cesse de monter, qui ne cesse de grandir. Et tous ces hommes, tous ces humains, toutes ces femmes aussi bien sûr, ont des besoins primordiaux. Que ce soit manger, boire, dormir, être en sécurité, vivre. Et là je me rapporterai à la fameuse pyramide de Maslow. Cependant, comment assurer une croissance donc, qui se va infinie, donc en l'occurrence directement corrélée avec la croissance de l'humanité? Comment corréler cela avec un espace fini qu'est la planète Terre? Comment? Pour moi, ça me semble illusoire. Je veux dire, la Terre en elle-même est un espace fini, dans un univers qui, semble-t-il, est soi-disant infini, on n'en sait rien en fait. Avec de la terre, de l'eau, différents composés naturels, qui peuvent être donc les pigments, qui peuvent être plein de choses. Et malheureusement, nous sommes limite dans une course effrénée à vouloir absolument
survivre, vivre, ce qui semble normal, ce qui semble logique, mais survivre et vivre à l'encontre de toute logique. Mathématique, je dirais, mathématique et physique. Alors, pendant effectivement des centaines d'années, la question ne se posait pas vraiment, étant donné que nous étions constamment dans des guerres du territoire pour gagner telle ou telle ressource, pour résoudre tel ou tel honneur, pour, je dirais, étendre tout simplement son espace vital. Autant depuis les toutes dernières guerres mondiales, j'entends, l'humanité est rentrée dans une espèce de période de paix tout de même, une paix assez relative, mais une paix quand même. Nous ne sommes pas avec les deux grandes puissances comme les USA ou la Russie qui sont en train de se taper dessus, même si à l'heure actuelle nous sommes quand même dans une guerre économique, d'où les fameuses écoles de guerre économique qui ont été fabriquées, mises en place de façon à pouvoir justement mettre en place des stratégies pour être justement pôle contre pôle, entreprise contre entreprise, etc., pour tenter de se développer et de rester toujours plus compétitif. Mais justement, si on réfléchit en termes de pôle, on est toujours dans cette espèce de gain d'espace vital, dans cette espèce de gain justement de productivité, d'espèce de survie, de toujours être dans ce mouvement de compétition pour la croissance, la fameuse croissance. Alors vous me direz, c'est un peu normal, comment vendre à la population que on ne cherche pas la croissance mais la décroissance. Comment vendre à la population que les personnes vont on va dire, devoir se rationner, vont devoir se rationner au niveau du nombre d'enfants, etc. Comme en Chine, à un moment donné, le contrôle des naissances. C'est un peu normal, je veux dire, on ne peut pas vendre ça. En tout cas, pas de façon, on va dire, directe. Se fera bien sûr de façon détournée. Bon. Ou alors avec ce qu'on qualifiera de dictature. En tout cas de tyrannie, n'est-ce pas? Parce que la dictature n'est pas forcément une tyrannie. Dans tout ça, le fait est que, en attendant, les personnes vivent en permanence dans une espèce de manège, hein, où on les berce d'illusions en leur disant oui, vous vivrez bien avec vos enfants, le but du jeu c'est d'avoir un bon travail, de pouvoir subvenir à ses besoins, pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. Ça semble assez normal. Mais, par derrière, si on réfléchit sur une échelle de temps très longue, le fait est que la Terre est trop petite. La Terre deviendra forcément trop petite au regard de ce que l'humanité consomme. En termes de ressources, j'entends. Je ne parle pas forcément de consommation effrénée, je parle là en termes de ressources pures. C'est-à-dire que quand bien même, on reviendrait tous à faire attention à notre alimentation, faire attention à notre consommation d'électricité, à notre consommation d'énergie, quand même on fera attention à tout ça. Le fait est que, fatalement à un moment donné, l'évolution de l'espèce humaine fait que la Terre deviendra trop petite. Et donc on devra aller voir au-delà. Par là, donc, je pense à comprendre la pensée de certaines personnes qui disent voilà, il faudra aller sur Mars, etc. pour commencer à coloniser un peu d'autres planètes et puis chercher d'autres ressources. Mais justement, la question se pose. Nous sommes tellement dans une logique de compétition. Nous ne sommes pas dans une logique d'humanité actuellement. Nous ne sommes pas en train de réfléchir en tant qu'espèce humaine. Nous sommes tout le temps en train de réfléchir en tant que pôle. Un coup ça va être la Chine, un coup ça va être l'Asie, un autre coup ça va être l'Europe, un autre coup ça va être les USA, l'Argentine, etc. Mais personne ne réfléchit vraiment à l'ensemble de la planète, à comment faire pour tous se mettre ensemble et tous avancer ensemble. Alors tout ça, ça me fait penser à plusieurs choses.
certains films qui sont sortis il y a quelque temps, qui parlaient justement d'un monde post-apocalyptique, ou encore d'un certain contrôle qui avait été mis en place, par exemple Matrix, ou encore le film Divergente, ou encore le film Time Out, ou encore d'autres, qui à chaque fois justement parlent un petit peu de tout ça, de cette espèce de, on va dire, de remise en place d'un nouveau paradigme de vie au niveau humanité. Alors, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, sous un prétexte d'une pseudo-liberté, les personnes en fait s'enferment toutes seules dans une autre façon de faire qui, au contraire, va les mener droit au désastre. Je prends l'exemple de Time Out, où effectivement, ce n'était pas une vie que d'être constamment sur le qui-vive et d'être tout le temps en train de se demander, savoir si on n'allait pas se faire trucider à chaque coin de rue. Mais d'un autre côté, rendez-vous compte que lorsque tout le monde a eu suffisamment d'argent pour vivre correctement, pour vivre décemment, et surtout pour se passer de travailler en fait, plus personne n'a travaillé, et derrière je me suis dit ok, il n'y a plus qu'à compter 48 heures et plus personne n'a les moyens de manger. Parce qu'en fin de compte, c'était les usines qui tenaient tout, qui tenaient l'ensemble. Et donc s'il n'y a plus aucun travailleur et que les machines ne sont plus maniées par qui que ce soit, malheureusement, il n'y a plus les moyens de faire quoi que ce soit. Bon, en tout cas, il n'y a plus les moyens de s'alimenter, il n'y a plus les moyens de boire, de manger, de tout ce qu'on veut. Et niveau Matrix, pour moi, la principale problématique, c'était surtout de se dire que les personnes avaient toujours le choix. Bien sûr, on a toujours la liberté du choix, ce qui est normal, on est humain quand même. Maintenant, la liberté de choix fait qu'automatiquement derrière, on peut en venir à avoir des émotions négatives, ou plutôt des émotions qui nous emportent dans une voie négative, dans une voie qui va en fait agir à l'encontre de toute logique, et qui fait que les personnes n'agissent pas dans un sens qui va être bon pour tout le monde. Alors après, bien sûr, il y a plusieurs questions philosophiques qui peuvent intervenir. Est-ce que l'action est-ce qu'un sacrifice ça peut être utile? Est-ce que quelque part l'action d'une personne va être réellement déterminante pour tout le monde, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses. Mais vous voyez, personnellement, je travaille dans les énergies renouvelables. Alors, je travaille beaucoup dans tout ce qui est justement découverte de nouveaux gisements d'énergie, que ce soit par l'éolien, le solaire, etc. Et il y a quand même une évidence qui vient poindre le bout de son nez, même deux évidences. La première, c'est que notre besoin en énergie ne sera jamais satisfait. Sauf bien sûr si on fait attention à notre consommation. Mais là où je veux en venir, c'est que les technologies qui nous permettent de mettre tout ça en œuvre dépendent non seulement de terres rares, comme pour les panneaux photovoltaïques, mais aussi de métaux. Pour les câbles, pour faire les pales, etc. Et dans tout ça, moi je me dis, mais en fin de compte, comme bien bien on installerait suffisamment d'éoliennes pour faire un réacteur nucléaire, admettons, la surface de la planète serait-elle suffisante pour tout alimenter? Et même, y aurait-il suffisamment de métal pour tout faire? Bonne question. En plus, le climat serait certainement modifié, à cause du fait que les courants marins et les courants de vent seront automatiquement modifiés. Mais vous me direz, ce n'est pas nouveau quand on voit que par exemple pour les barrages hydroélectriques qui ont été installés un petit peu partout, que ce soit le barrage d'Assouan, que ce soit les barrages Hoover ou autres, ils ont toujours cherché à modifier l'espace naturel pour justement tirer d'énergie, en tirer profit avec une réserve d'eau pour pouvoir alimenter l'agriculture, etc. Donc, il y a toujours eu cette espèce de recherche de pouvoir maîtriser la nature pour justement assurer les besoins de l'espèce humaine, assurer les besoins vitaux, en tout cas de la population sur place. Ce qui semble normal. Mais là où, quelque part, j'ai du mal à comprendre les choses, c'est quand ces mêmes infrastructures en viennent à détruire
l'humain, ou même détruire la nature, détruire même notre source même de vie. Ça, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, est-ce que vous saviez que il y a 2 poumons sur la planète, pas un seul, mais 2. Le premier, bien sûr, auquel on pense en premier, c'est la forêt. Hein. Et le deuxième, c'est le plancton, qui est dans les mers. Sauf que les mers, à votre avis, sont polluées par le sang de plastique. Et par encore plein d'autres choses, que sont les huiles souillées, le pétrole et compagnie. Et on en vient à polluer tout ça. Et pourtant, c'est de l'air, je veux dire, c'est des choses qu'on respire. C'est quelque chose dont on a besoin, en permanence. Et si on se supprime ça, on fait comment? Comment fait-on pour vivre? Comment fait-on pour vivre si on n'a plus d'air, si on n'a plus d'eau, qui va être polluée? Comment on fait? Si on n'a plus de nourriture qui, soit dit en passant, doit être normalement produite par des fermes et compagnie, fermes des 1000 vaches, etc. Mais on ne pourra jamais subvenir aux besoins de tout le monde. Même des pays comme l'Argentine ou d'autres qui ont été, ou même comme le Brésil, qui ont été, désignés par la cartographie comme étant les meilleurs au monde ou les mieux pour pouvoir assurer du coup la nourriture de tout le monde, en transportant du coup le blé d'un bout à l'autre de la planète et puis en transportant encore d'autres choses comme des poissons, comme tout un tas de ressources pour amener ça au bout de la planète comme du pétrole ou autre. À un moment donné, on ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde, c'est impossible. En tout cas, jusqu'à pas avec l'ensemble de tout le monde. Par la suite. Je veux dire, actuellement, on a 7 milliards, c'est tout juste. Mais par la suite, la grosse question se pose, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie possible? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Alors j'avais entendu que il y avait des villes, ou même des endroits, où la population s'était organisée de façon à pouvoir vivre en quelque sorte en autarcie, même si c'était dans des pays bien connus. Mais ils se sont organisés pour vivre en quelque sorte en autarcie, avec du coup leur ferme, avec plein de choses. Et avec plein de nationalités différentes, sans aucune religion interférente. Aucune. Donc ils vivent tous en harmonie, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors après, malheureusement, j'ai été mis en contact avec une personne qui y était justement, il avait été là-dedans, et surtout dans une initiative qui s'appelle Longomaille, et qui rassemble des personnes un peu de tous les pays qui font les choses ensemble, et qui s'associent, qui sont dans une vraie coopération. Là apparemment, les personnes sont tellement éduquées dans une certaine façon de faire, une certaine façon de vivre, que du coup en arrivant dans cette espèce de... plutôt dans cette façon différente de penser, cette façon différente de fonctionner, ont beaucoup de mal à adopter ce nouveau paradigme et viennent à questionner l'autorité des anciens, etc. Le fait qu'il y a différentes ressources à aller chercher, que personne ne veut le faire, etc. Enfin, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Là, on retrouve toujours un peu les mêmes problèmes, que ce soit l'égoïsme, que ce soit le fait d'avoir un tout petit peu de pouvoir qui fait que les personnes déraillent ou autre. C'est toujours un petit peu les mêmes choses que je retrouve. Et même à très petite échelle, malheureusement. Alors, il y a des initiatives locales qui se lancent d'un peu partout, ce que je trouve admirable, ce que je trouve vraiment super. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'initiative globale. Je veux dire, par global, j'entends international. Alors oui, il y a des ONG, il y a différentes choses, oui, mais il n'y a rien qui se fait au niveau État. Alors oui, il y a des États qui font des choses ensemble. Il y en a quelques-uns qui font des choses ensemble, comme la nouvelle route de la soie qui a été lancée dernièrement, comme encore d'autres initiatives, mais ce sont toujours pôle avec pôle. C'est toujours les puissances régionales en fait qui font des choses les unes avec les autres. Et après, c'est toujours une espèce de compétition. Mais il n'y a pas vraiment de coopération, j'entends, entre tous les pays du monde pour vraiment faire en sorte que tout le monde vive bien. C'est toujours une espèce de compétition. Alors ça va être Londres contre Paris, ça va être pour les places financières par exemple, ça va être la France contre l'USA en son temps avec le GATT pour la fameuse histoire de l'agriculture, ça va être la Russie contre les USA pour l'histoire des armes, ça va être, je sais pas,
Il y a toujours une histoire de compétition. On a à croire que l'humain, ou en tout cas les États, ne veulent pas sortir de cette histoire de compétition. Toujours, on veut plus, on veut prouver qu'on est le meilleur. Alors que pourtant, chacun, chaque pays, chaque personne a des compétences, a des souhaits particuliers et surtout a des talents particuliers. C'est pas parce qu'un tel n'est pas très fort en mathématiques qu'il va pas être fort qu'il va pas être fort en musique, en solfège ou autre. C'est pas parce qu'il y en a un qui est pas très fort pour pousser la pelle qu'il va pas être fort pour dessiner des immeubles. C'est pas parce qu'il y en a un qui est pas fort pour rédiger des articles ou rédiger, je sais pas, des centaines et des centaines de pages, qu'il va pas être fort pour, au contraire, devenir un grand orateur. Je veux dire, chacun a un talent particulier. Donc, et comme en plus chaque pays a des ressources particulières, a des talents particuliers, que ce soit au niveau médecine, que ce soit au niveau, au niveau de la, je sais pas, au niveau des infrastructures, au niveau technique, que ce soit, il y a plein de talents de partout. Donc pourquoi, au lieu de toujours faire de la compétition, on ne ferait pas une coopération entre tous? Alors vous me direz, c'est la compétition qui est le nerf de la guerre qui fait que du coup les personnes vont justement chercher à aller plus loin. Ben pas forcément, pas obligatoirement. Pourquoi faire? Pourquoi vouloir être toujours dans cette confrontation? On peut très bien être dans la coopération, à vouloir se dire, voilà, on avance ensemble, dans un but commun, qui est pour l'humanité. Ça me semblerait tout à fait louable. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale? Ce n'est pas quelque chose qui a été fait de façon internationale? Si. Alors pourquoi ne pas continuer? Alors on s'entend, bah, bien sûr, comme par exemple les USA qui sont la station conviée de l'espace, ou la Russie à la conquête de l'espace, bah, il y a toujours cette espèce de compétition pour aller plus vite, que l'autre. Mais à quoi ça sert? Une fois que l'objectif a été atteint, oui, et donc? Et après? Après, bah, du coup, tout le monde s'en désintéresse, ou en tout cas, c'est toujours à chercher la plus petite bête, le machin que chacun n'a pas vu, ou que chacun peut vendre. Oui, et donc? Et après? Est-ce que ça va nous rendre forcément plus heureux pour autant? Ça va nous rendre heureux pendant 5 minutes, à une échelle relative, bien sûr. Mais ça ne va pas nous rendre plus heureux pour 1000 ans. À l'inverse, admettons que par exemple, on en vienne à amener des ressources, je sais pas, bah, des pays là, qui sont en grande sécheresse et en face des pays qui sont en inondation permanente, et ben par exemple, je sais pas, de prendre un peu d'eau et puis de la mettre de l'autre côté. Ou de protéger les pays. Alors vous me direz, ça va modifier aussi le climat. Ben, c'est normal, ça va le modifier. Mais d'un autre côté, ça sera pour le bien de tout le monde. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des modifications malencontreuses du climat, comme par exemple avec, plutôt malencontreuse de paysage plutôt, comme par exemple avec la mer morte, qui n'a plus de mer que le nom en fait, parce qu'il n'y a quasiment plus rien. Ou en fait avec, par exemple, je sais pas, le, les pays comme la France, tiens, qui se sont passés des ressources du charbon parce que du coup c'était trop polluant, qui se sont tournés vers le nucléaire. Mais le nucléaire, bah, qui à l'heure actuelle tient toujours un petit peu les choses, heureusement. Mais qui, bah, du coup, est une technologie. Alors en France, bien sûr, c'est beaucoup plus safe, je dirais, que dans des pays comme le Japon qui ont une technologie qui ressemble beaucoup à celle de Tchernobyl. Mais à l'occurrence, cette ressource, est-ce qu'elle est viable à très long terme? La question se pose. La question se pose. Et de toute façon, toutes les sources d'énergie, la question se pose. Toutes. Parce que de toute façon, ben, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on veut alimenter toute l'humanité, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on aura les moyens à long terme de le faire, à 100 ou 200 ans, je dirais? Alors, bien sûr, les technologies vont évoluer d'ici là. Bien sûr, on va toujours chercher à faire mieux, à faire plus. Et j'encourage vivement. Mais il y a aussi une chose que j'encourage vivement, c'est à rester modeste. C'est à être justement dans cette recherche permanente, bien sûr, de l'économie, mais surtout à se poser la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, baisser un peu nos ambitions? Et se dire, déjà, on réfléchit comment stabiliser la situation, comment faire en sorte de respecter les cycles planétaires pour vivre en harmonie avec la planète, et non pas contre elle, mais avec elle.
Et puis réfléchir à 100 ans peut-être, et non pas à 5 ans comme actuellement. Réfléchir à 5 ans, ça veut rien dire. Réfléchir à 5 ans, à quoi ça sert? Le temps que les réformes se décident, se mettent en place, et que les personnes aient enfin l'esprit qu'il faut faire les choses, ça prend peut-être 10 voire 15 ans si c'est pas plus. Donc 5 ans, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert strictement rien. C'est pas en 5 ans qu'on révolutionne l'échelle d'un pays. Alors oui, il va y avoir des décrets, il va y avoir des lois qui sont passées, et après? Et après? À peine elles seront passées qu'elles seront déconstruites derrière. Donc bon, ça ne va faire que désespérer la population encore plus. Enfin. Alors, vous me direz, je suis assez pessimiste, mais j'essaie plutôt d'être réaliste et de me dire, voilà, ça serait bien qu'on puisse s'associer tous ensemble pour trouver une solution, pour faire en sorte que l'humanité dépasse le siècle, qu'elle survive au siècle, surtout ça. Et qu'on évite d'être constamment dans cette espèce de guéguerre les uns avec les autres, guéguerre qui en définitive ne servent strictement à rien, si ce n'est à satisfaire quelques personnes pendant un très court terme, c'est tout. Ou en tout cas, satisfaire un groupe de personnes pendant peut-être 10 voire 15 ans, et après. Voilà. Il y a aussi une chose dont je voulais parler qui était par rapport à l'économie, mais qui fait partie justement de tout ce fameux système global. Je parlais de compétition, d'école de guerre économique. Pour moi, l'économie en elle-même a été bâtie de façon à pouvoir justement entretenir tout ça. A été bâtie justement de façon à faire que les personnes puissent avoir un but dans la vie, un but à atteindre. Alors pour certains, le but ça va être se payer une Lamborghini, pour d'autres ça va être de subvenir aux besoins de leurs enfants, pour d'autres encore ça va être d'être en famille. Tout le monde a un but différent en fonction de son éducation et de son parcours. Mais pour moi, l'économie telle qu'elle a été bâtie actuellement, en tout cas dans les pays occidentaux, et même je dirais orientaux, parce que quand même la Chine et la Russie sont aussi beaucoup tournés vers le capitalisme, telle qu'elle a été construite, court à sa perte en fait. Parce que, comme je le disais, on ne peut pas assurer une croissance infinie, c'est impossible. Alors après, même si on réfléchit par rapport au communisme de tout mettre en commun, ça ne va pas forcément arranger les choses, vu que les personnes vont se sentir bridées dans leur esprit, on va dire, entrepreneurial. Donc, à se dire, mais j'ai ma tête qui dépasse, j'ai pas envie qu'elle soit rabaissée pour mettre à même niveau que tout le monde, n'est-ce pas? Ça semble un peu normal. Tout n'appartiendrait pas forcément à l'État. Il faudrait être aussi. C'est pour ça que, moi, dans tout ça, je me pose la question de savoir s'il n'y aurait pas un autre moyen, une autre façon de faire. Et comment? La question, c'est comment et pour faire quoi? Alors, bien sûr, pour faire quoi? Ça semblerait logique, ça serait pour assurer l'avenir de l'humanité. Mais je réfléchis avec plus de branches. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de pouvoir améliorer encore plus la médecine, améliorer encore plus les sciences et technologies, mais sans être dans cet aspect de compétition, dans cet aspect de coopération plutôt? On le voit tous les jours sur YouTube, des personnes qui s'associent entre elles, voilà, pour faire de la musique, pour faire plein de choses. Mais là où le bas blesse, c'est qu'une fois passé cet aspect d'art, lorsque par contre il faut payer l'addition pour manger, c'est là que il y a le bas qui blesse, parce que ça va être la guéguerre à celui qui a consommé le plus, consommé le moins. Et si bien sûr on fait la mise en commun, ça va être celui qui a payé, celui qui a consommé le plus qui va faire râler ceux qui ont consommé le moins. Et qui va être content quelque part, parce que lui aura payé moins. Par contre, celui qui n'aura pas consommé beaucoup, il va se dire, ah mais moi je dois payer plus, etc. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un petit peu les mêmes choses. Alors peut-être que je mélange beaucoup de concepts, mais en tout cas, voilà, c'est une pensée. Et après, il y a encore beaucoup d'autres choses d'ailleurs, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Voilà. On est déjà à 30 minutes de vidéo, donc ça fait déjà beaucoup pour l'instant. Écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté si vous avez été jusqu'au bout. Et puis, écoutez, c'est avec un grand plaisir que j'aimerais débattre avec vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Ciao.